Brazzaville, 65 years later, what are the major stakes to consider? Welcome, ladies and gentlemen, to this enlightening bilingual edition of your discursive program, Global Insight. Today, we spotlight on Congo-Brazzaville as we reflect on a significant milestone in the country's history. On August 15, 2025, the Republic of Congo commemorated 65 years of independence under President Denis Sassou Nguesso, allowing citizens to honor the past while discussing and envisioning the nation's presence in the future. Since gaining independence on August 15, 1960, Congo has faced numerous challenges, ranging from civil wars and economic crises, yet the resilience of its people has facilitated notable gross domestic product growth and strides towards international stability, just to name a few. In revisiting the August 15, 2025 event, we will dive during this discursive program into themes highlighted in President Denis Sassou Nguesso's recent speech, emphasizing the importance of unity as a foundation for development. In a world marked by geopolitical tensions, among others, it is crucial to find strength in shared identity for the betterment of the entire country. We will, however, explore Congo's shifting diplomatic landscape, from historical ties with France to burgeoning relations with global peers, including China and Russia. While Congo boasts a high GDP of more than its neighboring countries, highly balanced foreign policy, the presence of French, this can be actually evaluated in the presence of French, US and military forces that actually took part in the parade in the country on August 15 during the Independence Day celebration and the commemoration of our reliance on oil is a major challenge for the country. And other challenges we are going to analyze during this discursive program. And of course, we ask the question, what is the way forward towards facelifting the economic trajectory of Congo-Brazzaville? Our esteemed panel will, however, unravel the complex challenges and opportunities that lie ahead for Congo-Brazzaville, ensuring that we grasp the authentic narratives of the country beyond external perceptions. To note that the country is gearing towards elections come 2026. Stay tuned with us on this bilingual edition. Hello, Fabrice. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Bienvenue donc à cette édition bilingue, éclairante de Global Insight. Aujourd'hui, nous mettons effectivement en avant, en lumière, le Congo-Brazzaville, tout en réfléchissant à une étape importante de son histoire. Le 15 août dernier, la République du Congo a donc célébré 65 ans d'indépendance sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, permettant aux citoyens d'honorer le passé tout en discutant du présent et de l'avenir de la nation. Depuis son indépendance, le 15 août 1960, le pays a fait face à de nombreux défis, notamment des guerres civiles et des crises économiques. Cependant, la résilience de son peuple a permis une véritable croissance notable de son produit intérieur brut et des avancées vers la stabilité internationale. En revisitant l'événement du 15 août 2025, nous plongerons dans les thématiques, dans les thèmes soulignés dans le discours récent du président Denis Sassou Nguesso, mettant l'accent d'ailleurs sur l'importance de l'unité comme fondement du développement. Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, il est crucial de trouver de la force dans une identité partagée. Nous explorerons le paysage diplomatique en mutation du côté du Congo, des liens historiques avec la France, aux relations croissantes avec les puissances mondiales comme la Chine et la Russie. Bien que le pays affiche un PIB plus élevé que celui de ses voisins, une politique étrangère équilibrée, la présence des militaires français, américains et russes dans le pays lors de la commémoration, une dépendance excessive au pétrole et d'autres défis demeurent des préoccupations pressantes. Alors, quelle en est
quel peut être donc l'avenir de ce pays cher au cœur de la SMAC. Notre panel estimé déchiffrera avec vous les défis donc complexes et les opportunités qui se présentent au Congo-Brazzaville, veillant à ce qu'effectivement nous saisissions les récits authentiques du pays au-delà des perceptions externes. Restez à l'écoute. Juste après la transition, nous allons découvrir avec vous, Clarisse, le panel qui nous accompagne. Bienvenue à toutes et à tous. Karibu Africa, Mbote Africa, ladies and gentlemen. Welcome to this special edition of Global Insight, brought to you, of course, by Globus, and we continue to analyze the event that marked the Independence Day celebration in Congo-Brazzaville. That was on the 15th of August 2025, and we are asking what are the major stakes that the country actually is witnessing at this particular moment from 1960 till date. And of course, just to note that we are going to analyze aspects that have to do with how the country actually navigated the post-colonial era, taking itself out of the France's internal diplomacy in the country since it's a former French colony. We also want to see the country's international standing diplomatically and the great strides that Congo-Brazzaville has recorded under the leadership of Denis Sassou Nguesso, and of course wanting to ask the question, what is the way forward as the country works towards writing a new trajectory that will be very favorable and beneficial to the people of Congo. With you, Fabrice, it is imperative that we not only analyze independence, but then we see how it has been contextualized with the present-day narratives regarding Pan-Africanism, multilateralism, and I think that those are some of the key terms that President Denis Sassou Nguesso highlighted during his speech to the nation marking the Independence Day ceremony. Oui, ça sera donc avec nos invités qu'on va rapidement découvrir. Docteur Godi Etanislas, vous êtes universitaire, mais surtout maître des conférences. Merci de nous retrouver au cœur de cette réflexion. Bienvenue à vous, docteur. On espère que la liaison sera parfaite avec vous. Monsieur Chani Gué, vous êtes acteur politique au Congo-Brazzaville, mais surtout économiste. C'est un réel plaisir de vous avoir avec vous. On va d'ailleurs évaluer notamment ces indicateurs économiques qui ont pignon sur eux du côté de votre pays, le Congo-Brazzaville, et éventuellement évoquer l'avenir en termes économiques du Congo-Brazzaville. Bienvenue à vous. Ouvrez votre micro, Chani. Je disais merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger sur cette thématique avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Allez, on reste avec vous en attendant certainement de faire le point avec Dr Godi. Alors, la journée de vendredi dernier, elle était une journée au-delà de l'aspect de la célébration. C'est une journée symbolique qui marque véritablement un tournant historique, un tournant politique de votre pays dans la quête de sa souveraineté, une quête de la souveraineté qui est plus ou moins consolidée avec le président Denis Sassou Nguesso. On y reviendra de fond en comble. Mais vous, en tant que Congolais, comment on a vécu et célébré notamment ce 65e anniversaire d'indépendance du pays? Merci beaucoup. Ces 65e années d'indépendance ont été célébrées avec faste et ferveur auprès des populations, parce que, rassurez-vous, c'est pas donné, c'est pas donné d'exister pendant 65 ans et puis de remarquer toutes les prouesses que l'on remarque dans le pays. Et voilà, les populations ont reçu avec gaieté, avec ferveur, n'est-ce pas, cette fête. On a passé
dans une ambiance beaucoup collégiale. Merci beaucoup. Docteur Gaudi, on ne sait pas si la liaison cette fois-là rétablie avec vous. Vous également, vous êtes actuellement à Brazzaville, certainement, et vous avez, tout comme tous les citoyens congolais, accordé une attention particulière à cette journée de vendredi dernier, qui était quand même une journée chargée d'émotions du point de vue politique, géopolitique. En tout cas, ça allait quasiment, le pays s'est quasiment arrêté pour tenter de revisiter, on va dire, son histoire avec la colonisation, son histoire avec la France, mais surtout continuer à célébrer cet idéal qu'est l'indépendance. Quelle émotion, quelle sensation 65 ans après, on a un enfant qui a déjà grandi, qui semble désormais prêt donc à laisser, à léguer un héritage à la postérité. Ok, je pense que 65 ans, déjà au Congo, c'est l'âge de la retraite. Lorsque dans 65 ans, déjà, vous savez que déjà, c'est déjà la retraite qui est retraite. Ça veut dire que déjà, vous avez eu le temps de préparer toute la vie de la retraite. Je pense que ça a été un moment fort, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Ndié, parce que 65 ans, les gens ont eu le temps de défiler. Mais au-delà de ce côté festif, il faut plutôt voir le côté de l'héritage des 65 ans, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des indépendances, parce que 65 ans après, on se dit, est-ce que réellement nous sommes indépendants ou nous ne le sommes pas? Parce qu'on l'a vu déjà, si on peut revisiter un peu notre histoire, de voir que l'indépendance, ce n'est pas quelque chose que nous avions mérité, c'est quelque chose que la France a eu à donner aux Congolais, parce qu'on le voit, tout le processus de colonisation. C'est De Gaulle qui sert comme de père d'indépendance. Donc c'est lui qui décide le calendrier, à quel moment on pouvait avoir cette indépendance, le 15 août. Et on se dit aujourd'hui, 65 ans après, qu'est-ce qui reste? Et parce que lorsqu'on y regarde tout ce qui est côté festif, qui cache un peu beaucoup de problèmes, puisque vous avez parlé des enjeux, qui plus les enjeux socio-économiques où les gens sont là et sont des retraités, ils n'ont pas de l'argent, les jeunes attendent de l'emploi, les fonctionnaires attendent de l'argent, ainsi de suite. Ça pose un problème pour dire, est-ce que le côté festif, en voyant les gens défiler, ça peut traduire beaucoup de choses visiblement, mais ça peut aussi cacher un malaise social qui peut, pour ne pas se traduire devant tout le monde. Je pense que tout le monde a fêté, parce qu'on a eu, comme on l'a vu un peu dans la rue, le défilé, tout le pays était mobilisé autour du défilé. Je pense que ça a été un moment clé, un moment aussi important. Et puis je pense qu'on pourra revenir tout au long de cette émission sur les 65 ans, qu'on peut retenir de l'héritage de cette indépendance, qui a été une indépendance politique. On verra aujourd'hui avec les collègues comment est-ce que nous pourrons décrypter cela. Docteur Gaudi, je reste avec vous. Le Congo n'est pas un cas isolé. La marche vers la décolonisation est un véritable combat qui s'impose aujourd'hui à tous les pays. Mais 65 ans après, est-ce qu'on ne se dit pas jusqu'ici, il y a eu des démarches, il y a eu un engagement de la part de l'État central à l'effet donc de s'émanciper finalement de cette prédation coloniale qui, elle, veut faire feu d'ailleurs de tout bois pour continuer à rester à l'effet de continuer effectivement à profiter de cette rente mémorielle qui enrichit aujourd'hui effectivement la métropole. Est-ce que rien n'est fait de votre point de vue pour essayer effectivement de s'émanciper de ce diktat colonial, de cette emprise même qui bien entendu maintient nos pays dans une forme de pauvreté assez accablante? Je pense que le processus que nous avons vécu, c'est que aujourd'hui nous sommes en train de vivre tout le monde partout, c'est le néocolonialisme qui reprend surface, parce que si réellement tout ce que nous pouvons décider vient de la France, c'est-à-dire que l'indépendance qui a été décidée depuis la France, la monnaie est gérée depuis la France, et toutes les responsabilités politiques viennent de la France, et à un moment donné on se dit, où sommes-nous? Oui, cela ne veut pas dire que nous n'avons rien trouvé. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas bénéficié de la France, parce que l'héritage aujourd'hui, après l'indépendance, on n'est plus le pays de Congo de 1960. Alors, parce que hier, le Congo de 1960, docteur, oui, vous dites que les indépendances ont été notamment déclarées sur la base de la volonté de la métropole, ça je vous le concède, mais ne perdons pas de vue qu'il y a eu des graves et une véritable montée du nationalisme à cette époque qui a contraint finalement la métropole à accepter de se retirer, et ce n'était pas des gaietés de cœur, ce qui peut justifier effectivement la montée en puissance de ce néocolonialisme dont vous tentez de dénoncer dans votre prise de parole. En fait, ce qu'il faut peut-être retenir, peut-être moi, si vous me permettez de dire que lorsque nous parlons de l'indépendance du Congo, parce qu'il ne faut pas le processus de la décolonisation à partir
la conférence de Brazzaville, puisque déjà en 1940, la France est occupée, la France se trouve replie dans les colonies, puisque Brazzaville, déjà en 1940, à travers le manifeste de Brazzaville, est considérée comme la capitale de la France libre. 4 ans plus tard, avec la conférence de Brazzaville, où déjà le processus de colonisation est déclaré, on voit que, même jusque-là, la France est en train de voir comment forcer les choses, puisque à partir de, notamment, l'Union française en 1946, et plus tard la loi cadre en 1956, on y voit la France essaie un peu de céder un peu de son pouvoir. Et jusqu'en 1958, avec le référendum constitutionnel, la France est là, c'est De Gaulle qui pilote tous les manettes aujourd'hui. On a vu jusqu'à la proclamation de l'indépendance, la proclamation de la République, je dirais, le 28 novembre 1958, on y voit toujours la présence de la France. Et de là, on y voit déjà que le Congo, qui se dit déjà un pays qui se prépare à l'indépendance, est toujours contrôlé par la France. Donc le 15 août, ce ne sont pas les nationalistes. On a eu des nationalistes, c'est vrai, qui, comme Mathieu André, qui ont lutté pour la libération de l'homme noir, notamment dans la lutte contre les de capitation et le travail forcé. Mais au Congo, on n'a pas eu cette chance, comme on a vu ailleurs, des guerres d'indépendance en Angola, comme on a vu, par exemple, les figures tutélaires comme Agostino Neto, on a vu comme Amilcar Cabral. Mais au Congo, c'est les leaders nationalistes, c'est vrai, à travers les partis politiques qui ont œuvré pour l'indépendance. Mais en tant que tel, on ne peut pas dire que X peut être considéré comme le père de l'indépendance. Par exemple, Youlou, aujourd'hui, le débat, c'est de dire, est-ce que Youlou, c'est le père de l'indépendance du Congo, alors que c'est la France qui a décidé à quel moment on devait avoir l'indépendance. On y voit jusqu'à, après l'indépendance, que la France reste en train de jouer, tirer les épingles à tous les niveaux. Et à ce moment-là, on s'est dit, est-ce que ça a été donné parce que l'Indochine, il y avait la guerre, parce qu'on sait qu'ailleurs, à côté, au Congo belge, nous avions les conflits post-indépendance. Est-ce qu'il fallait dire, avec une reconnaissance, avec la participation des Congolais dans les 2 guerres mondiales, où on se disait, bon, on leur donne un peu, et on savait à quel moment ils devaient revenir, puisque le pétrole devait être là, c'est eux qui devaient fixer le prix, le bois était là, et d'autres matières premières, puisque l'économie, déjà le franc CFA en tant que tel. Vous savez tous que à l'époque coloniale, le CFA France, CFA veut dire quoi? Les francs des colonies françaises d'Afrique. Donc aujourd'hui, on a changé juste de dire des francs de la communauté financière africaine. On y revient puisque tout est joué au niveau de la France. Et finalement, cette indépendance, on dit l'indépendance, alors qu'on sait que tout devait être géré depuis la France, qui devait gérer le pays, comment est-ce qu'on devait gérer l'économie, et tout devait partir de là. C'est pour cette raison que je dis qu'on a changé juste des lettres pour dire on vous donne l'indépendance, mais on sait comment revenir à notre fin. C'est-à-dire qu'on vous laissait un peu le temps, la portion de gérer, mais on savait qu'on devait toujours revenir. And of course, Fabrice, I think it is why we're here to understand fully why independence celebration for the people of Congo. They said it's a time to think about the trajectory of the country and how they managed to have that sovereignty, which they are still fighting to have it in full totality in a present context. And this brings us again to look at the politics of the president of the Republic of Congo, Denis Sassou Nguesso, in ensuring that in wanting to have that full independence and sovereignty of its nation, it should actually not see Congolese in a very violent act that will be very detrimental again to the people of the Congo. Tout à fait. Alors, cher ami Chani Gué, je vous retrouve. Et oui, dans ce que dit ma collègue, il y a quelque chose d'assez fondamental. Elle nous fait quand même remarquer, tout comme Dr Bodi tout à l'heure le faisait remarquer fort opportunément, c'est qu'au Congo, il y a eu peut-être pas cette vive revendication, mouvement nationaliste pour véritablement remettre à réduire à sa plus simple expression possible eh bien, la puissance coloniale. Est-ce que cela ne permet pas aujourd'hui de pouvoir apprécier à sa juste valeur, j'arrive finalement le leadership du président Denis Sassou Nguesso, puisqu'on va revisiter tout à l'heure sa trajectoire politique, mais surtout ses orientations géopolitiques. On ne va pas revenir sur l'épisode de cette guerre civile de 97 où on avait véritablement une forme d'adoubement de la part de la France à son arrivée aux affaires, mais finalement qui a réussi à s'émanciper de la tutelle française au profit en tout cas d'un monde multipolaire. Est-ce que c'est pas le mérite, tout le mérite ne revient pas à cet homme-là, avoir réussi aujourd'hui plus ou moins à récuser cet héritage colonial qui tient la majorité de nos États, notamment dans la zone CEMAC?
Chani Gueye, est-ce que nous l'avons? Je suis avec vous. Il y a eu un petit problème technique peut-être. Vous pouvez reprendre avec la question, s'il vous plaît? Alors, on veut, tout à l'heure, on a suivi Dr Gaudi qui faisait effectivement remarquer qu'historiquement, le Congo n'a pas connu un mouvement nationaliste assez fort, assez poussé, comme on l'a vu lors des guerres d'indépendance, qui, de son point de vue, pense que cela aurait, du moins continuera à hypothéquer les dynamiques d'émancipation de votre pays. Mais quand on regarde et on lit les trajectoires politiques du président Denis Sassou Nguesso, qui a plus ou moins reçu un accompagnement de la France lors de son arrivée aux affaires en 1997, eh bien, plus de 30 ans après, moins de 30 ans après, on a l'impression, du moins c'est pas une impression, ce sont des faits, qu'il a réussi à s'émanciper de la tutelle française en ouvrant véritablement son pays à une véritable diversification des partenaires, que ce soit sur le plan politique et davantage sur le plan économique. Est-ce que là, on ne peut pas saluer, en tout cas, la dextérité de l'homme qui a réussi à réorienter l'histoire de ce pays vers d'autres destinations du point de vue de la coopération bilatérale avec d'autres États? Vous recevez là? Nous vous recevons cette fois. D'accord. Bon, ben, merci pour la question. Alors, j'ai suivi avec attention le docteur tout à l'heure. Il a soulevé les points tels qu'il dit il y a eu beaucoup de ferveur, c'est vrai, mais il y a eu, c'est une joie qui couvre beaucoup de problèmes et autres. Alors, je voudrais d'abord revenir là-dessus. Vous savez, comme dans tous les pays du monde, hein, le Congo n'est pas exempté de problèmes. Hein? Alors, à entendre parler le docteur, c'est comme si le Congo, c'est un pays qui vit dans une autre planète. Est-ce que le fait que les gens puissent célébrer montre que, finalement, qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes dans le pays? Vous savez, ce problème, moi, je le regarde sous un prisme je le regarde dans deux volets. Il y a un regard de ceux qui pensent que rien n'est fait, les fatalistes, bien sûr. Il y a un autre regard de ceux qui pensent que oui, il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, mais beaucoup n'a pas été fait aussi. Il faut accepter. Quand on veut jeter tout ce qui a été fait dans la marée, dans la boue, alors c'est comme si on ne reconnaît pas les efforts. C'est vrai que le Congo a été colonisé par la France, c'est vrai, mais comme vous l'avez dit, monsieur le journaliste, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est émancipé de la tutelle en remontant le Congo sur les rails. Et souvenez-vous, après la guerre du 5 juin, il n'y avait plus d'État. Il n'y avait plus d'État, plus de constitution. Mais le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec son maestria, a fait en sorte que le Congo puisse revenir sur les rails en mettant en place d'abord une constitution. Souvenez-vous aussi, ça fait plus de 25 ans que le Congo est dans une paix sans ambiguïté, sans pareil. Ça, là, ça prouve qu'un homme a travaillé, au-delà de toutes les considérations qu'il peut y avoir, tutelle de la France, colonisation, l'indépendance a été donnée, oui, on accepte, mais au-delà de ça, reconnaissez aussi qu'un homme a travaillé, a porté la République sur ses épaules, en remettant la République sur les rails, des efforts ont été faits, mais les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. Même dans les pays les plus nantis du monde. Mais allez-y, vérifiez, les problèmes ne manquent pas. Mais seulement que, vous savez, on a toujours tendance à croire que l'herbe est souvent plus verte chez les autres que chez soi. Mais quand vous allez chez les autres, vous vous rendrez compte que finalement, parfois chez moi, l'herbe est mieux par rapport à chez les autres. Donc, à cette question, au-delà des problèmes qu'il peut y avoir, oui, l'homme a travaillé, il a bâti son pays, il a travaillé, il a remis son pays sur les rails. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, le Congo est présent dans le concert des nations. Et qui ne va pas le reconnaître? Dans tous les conflits, ici et là, et qui est médiateur? Mais c'est lui, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc il faut reconnaître les efforts de l'homme à leur juste valeur. L'homme a travaillé, il continue de travailler, les problèmes ne manquent pas, oui, mais on va y remédier. Merci. Alors, Chani, je reste avec vous pour tenter de comprendre, je ne sais pas si vous me recevez, la question et la réflexion que nous nous posons, essaie de savoir d'abord à quel moment a lieu cette véritable bascule géopolitique et pourquoi
beaucoup pensaient effectivement que la proximité du président Denis Sassou Nguesso avec la France devait véritablement permettre à ce que son magistère soit totalement adossé sur le diktat de la France. Mais depuis 2000, on se rend véritablement compte qu'il y a eu une forme d'ouverture économique avec notamment la Chine entre 2000 et 2010. Et bien après 2010, il y a un fort ancrage cette fois-là politique qu'il a pris avec, en s'alliant effectivement avec la Fédération de Russie. Chemin faisant, il y a eu également l'arrivée de la Turquie, fait partie d'ailleurs de l'un des rares à cette époque à oser aux côtés du président Paul Biya à assumer clairement une véritable diversification des partenariats économiques et même politiques au moment où le diktat occidental était encore perché ou alors planait comme une épée de Damoclès sur la tête de nos États. Comment et pourquoi eh bien, comment et pourquoi le président Denis Sassou Nguesso a véritablement réussi à s'émanciper de la France? C'est la réflexion que l'on voudrait clairement poser cet après-midi. Alors, vous savez, la République du Congo, c'est un État souverain. Et qui être souverain ne veut pas dire qu'il faut s'isoler ou être seul. Et dans sa souveraineté, la République du Congo lie ses partenariats ou des accords avec les États qu'elle juge, donc la République du Congo juge être à même de pouvoir nous accompagner dans l'élan que nous avons, c'est-à-dire l'élan du développement. Effectivement, le président Denis Sassou Nguesso, celle des partenariats ici et là, c'est justement pour confirmer que le Congo, au-delà d'être, au-delà d'avoir été colonisé par la France, n'est-ce pas, mais a pu, pendant un moment de son histoire, basculer, n'est-ce pas, vers la liberté pour pouvoir, n'est-ce pas, signer les accords avec qui il veut. Alors, avec la France, alors, on savait, en tous on sait, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Avec la France, les choses ont été telles qu'elles sont. Mais il a fallu, justement, qu'il y ait des hommes dignes de ce nom pour pouvoir incarner la République, pour pouvoir s'émanciper de la tutelle, comme les gens qui ont fait nos martyrs qu'on connaît tous. Mais le président Denis Sassou Nguesso, comme je disais, c'est quelqu'un qui porte les armes de plusieurs millions d'habitants. Il a sur sa tête cette République. Donc, c'est comme ça que lui, en réfléchissant, en scellant les accords ici et là, il se dit, oui, il faut bien que je puisse m'émanciper parce que la destinée de plusieurs personnes dépend de sa maîtrise, de sa façon de faire. Alors, vous m'écoutez là? Parfaitement, Chani Gué, on vous a bien suivi. On va continuer en tout cas ces échanges avec vous, Clarisse Wadevan. Absolutely. And Fabrice, I want to note that while listening to the two gentlemen talking, analyzing the situation in Congo-Brazzaville, we now come to mind to understand why there is a need for us to write the right narratives for the continent Africa and particularly for Congo Republic, and to note that I think when a country is celebrating independence, Fabrice, is that moment to highlight aspects like peace, security, because I think these are some sort of catalyst that actually accompany the developmental project that a leader like Denis Sassou Nguesso can have for the country, noting that there's already a 5-year development plan to facelift the economy of the country, a problem that the head of state himself has identified and is already working towards it. There was a meeting of Council of Ministers looking again at this framework for development to see how they can lift the country out of over reliance on oil, to diversify the economy and solve some of these economic hurdles that Dr. Ngudi highlighted earlier on. In December, perspective wanting to get the viewpoints of Congolese going through or navigating the social media platforms of President Denis Sassou Nguesso, you understand that the comments are largely positive. This, according to me and other pundits which I actually interrogated pertaining the situation in Congo, says the population has a positive view or probably expectations from their president.
and this pertains to the different narratives that we hear out there from Congolese themselves. And with this that we've said, let's also get the viewpoints or the reactions from some young Congolese who actually applauded the Independence Day celebration, and we'll join you right after that. Allez, on va prendre, avant de vous retrouver, docteur Godi, on va prendre un extrait de ces Congolais qui réagissent donc, qui ont réagi à cette cérémonie historique. On parle donc de la célébration des 65 ans d'indépendance du pays. Suivons plutôt cet extrait que nous propose la réalisation. Indépendante ne soit juste pas des chiffres. Que cela puisse rimer avec nous les citoyens congolais, voir 65 ans, avoir 65 ans, l'accession d'activité d'indépendance, c'est pas rien. C'est très significatif. Vous avez vu comment est-ce que le Congo a évolué, les infrastructures ont évolué, les administrations ont évolué après les indépendances. Parce que hier, quand on n'était pas encore indépendant, on ne bénéficiait pas de certaines prérogatives. Mais aujourd'hui, avec cette évolution, nous voyons comment est-ce que le président, avec sa expérience, en fait de mener le Congo vers un développement stable. 65 ans d'indépendance, c'est bien, mais qu'est-ce que nous, les citoyens, on peut apporter à la République? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce 65 ans d'indépendance ne soient juste pas des chiffres? Que cela puisse rimer avec les objectifs de développement durable, car nous sommes à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Et 105 ans d'accession à l'indépendance qui nous permettent également de projeter l'avenir et d'être ceux-là qui participent à la construction et au développement de tout pays. Parce que l'objectif de l'indépendance, c'était pas seulement d'être libre, mais plutôt d'être innovant et créateur afin de donner un bel avenir aux générations futures. La population a été plus impactée, la population a plus manifesté sa joie. La population était là avec nos présidents de la République, la population qui est cet événement, la population a participé à cet événement et c'est une job nulle qu'au bonheur. Of course, Fabrice, ladies and gentlemen, that was just an excerpt of some Congolese expressing their viewpoint on August 15, 2025 as they commemorated the Independence Day. Of course, a day for them that they decided to honor those who actually sacrificed a lot to see that we have the peaceful Congo that we have today with a clear trajectory for the future. Yeah. What do you think, Fabrice? Allez, c'est là d'ailleurs le grand enjeu, les attentes de ces nombreux Congolais. Docteur Godi, je vous retrouve, on a suivi avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, vos concitoyens qui, je vais reprendre d'ailleurs clairement à mon compte la question l'un d'eux qui disait, alors qu'est-ce que nous avons apporté, qu'est-ce que nous apportons pour véritablement construire ce Congo? On se rappelle effectivement que lors de du discours du président de la République en 2024, il convoquait là une véritable unité de tous les Congolais à l'effet donc véritablement de construire cet idéal qui est, du moins cet idéal qui est le Congo que vous avez d'ailleurs en partage. Et en 2025, il convoquait la réalité ou alors la donne géopolitique, mais surtout le contexte mondial qui est véritablement aujourd'hui marqué par les guerres et autres menaces qui frappent donc notamment aux portières et aux frontières de nos États, d'où une forme d'invite davantage à la solidarité, à l'effet de continuer à magnifier cet idéal, mais surtout de travailler ensemble à l'effet donc de pouvoir véritablement pouvoir jouir des fruits de la croissance. Il y a d'ailleurs l'un qui a convoqué ces ODD, les objectifs de développement durable, on y reviendra de fond en comble. Est-ce que l'on peut cracher notamment sur cet idéal? Est-ce que l'on peut récuser, docteur Godi, les efforts menés de bout en bout ici pour que le Congo-Brazzaville puisse véritablement s'affirmer aujourd'hui dans le concert des nations? Je pense que vous l'aviez soulevé, hein? Quand on sait un peu de revoir, faire une relecture de l'histoire du Congo sur les 65 ans de l'indépendance que nous avions eu, nous en avons eu 6 présidents. Et en termes de longévité au pouvoir, on sait que le président Denis Sassou Nguesso, sur les 65 ans, il en a eu au moins 42 ans au pouvoir. Ce qui veut dire que c'est un record par rapport aux autres présidents qui sont arrivés au pouvoir, puisque en 65 ans, nous avons eu le premier président, c'est Nabil Fulbert Youlou, c'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir en 59.
notamment bien avant l'indépendance. Il en a passé jusqu'en 63, 3 ans. Le second, Massamba Deba, 5 ans. Marie Ngouabi, 8 ans. Et lui, il en a eu 42 ans. Donc ça montre qu'aujourd'hui, s'il y a des efforts louables en termes de diplomatie, ce n'est pas nouveau. Ça ne peut pas surprendre les Congolais parce que pour une personne qui a eu une 4 décennies à la tête, ça veut dire qu'il en a eu à beaucoup fait en termes de diplomatie. Je pense que tout à l'heure, le collègue est revenu sur ça. C'est-à-dire que la diplomatie qui a été orientée notamment, on se souvient dans les années 90, avec la résolution de la crise en Afrique australe, avec l'indépendance d'Angola, avec la Namibie. On en a vu avec notamment la guerre froide, comment est-ce que le président Sassou s'est investi dans le cadre des relations avec la Russie jusqu'à la fin de la période Troïska, puisque avec la fin de la guerre froide, on a vu également les efforts qui ont été menés. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'homme qui a tout fait pour le Congo, puisqu'avant lui, il y a eu des hommes qui ont fait les choses. C'est-à-dire que le Congo de 1960 n'est pas le même Congo d'aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, il y a eu des pays qui ont eu l'indépendance la même année. C'est vrai qu'il y a eu des parcours différents, mais il y a eu aussi des acquis. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées, mais nous avons encore beaucoup de défis à ménager. Parce que si nous parlons de cette diplomatie, on a vu, c'est vrai que vous avez parlé de cette question que le président a soulevée de la nécessité de la construction de l'identité nationale, puisque nous le savons tous aujourd'hui que si nous parlons de la construction de l'identité nationale, parce qu'on a été incapable de construire l'État-nation au Congo, puisque depuis l'indépendance, le pays a toujours été marqué par la question de l'instrumentalisation des ethnies, du tribalisme, du régionalisme, des véritables freins à l'unité nationale. Ce sont des éléments qui sont connus, et à ce moment-là, ça nécessite la nécessité de faire une lecture de l'histoire pour la mémoire historique. Parce que si nous allons dans les bases de l'ethnicisation, où ce sont les ethnies qui sont instrumentalisées à des fins politiques, où c'est un groupe d'individus qui est responsabilisé pour gérer les affaires parce qu'on appartient à tel département, on est proche de tel système, et ça pose problème, et ça pose un véritable problème en termes de l'unité nationale dont le président a fait allusion. Mais il y a aujourd'hui un besoin récent, 65 ans après. Qu'est-ce qu'on retient? Nous avons besoin, en termes d'héritage, d'aller vers les bases de la cohésion nationale. Parce que lorsque nous parlons de cette cohésion nationale, du vivre ensemble, dont les hommes politiques font du slogan, il y a ce besoin. Et là, je pense que c'est ça ce qui peut nous permettre aujourd'hui de savoir un peu comment ressortir dans le cadre de mesures de résilience, dans le cadre des décennies de conflits armés que nous avons connus dans les années 90, qui aujourd'hui, il y a encore des cicatrices, et nous avons ce besoin de construire une véritable identité nationale au-delà des frontières linguistiques ou identitaires qui ont été instrumentalisées par les hommes politiques. Donc je pense que le problème n'est pas de juger un homme pour dire que bon, c'est le monsieur qui est au pouvoir, c'est lui qui fait tout. On reconnaît qu'aujourd'hui, qu'il y a des choses, mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau national, au niveau social. Quand vous voyez le taux de chômage au Congo, quand vous voyez les questions de précarité, l'accès des populations aux services sociaux de base, ça pose problème pour un pays qui est arrivé à 65 ans d'indépendance, où le problème de l'eau, le problème de l'électricité, le problème de route se pose avec acuité presque dans toutes les villes du Congo. Et vous avez un véritable problème. Aujourd'hui, on parle de la tête des ODD, des objectifs de développement durable. C'est vrai que nous tenons vers, puisqu'on est habitué à suivre les slogans dans le cadre des agendas qui sont définis au niveau mondial. Mais il y a un besoin, effectivement, de se regarder, de faire un bilan des 65 ans. Que pouvons-nous tirer de ces 65 ans où nous savons tous qu'en termes d'enjeux, que ce soit les enjeux sécuritaires, nous avons la criminalité urbaine ou la délinquance juvénile qui prend l'ampleur dans toutes les grandes villes du pays, où nous avons des questions de gouvernance électorale qui se posent avec acuité, où la crise est là. Et je pense qu'il y a un besoin, effectivement, de se regarder pour dire 65 ans après, où en sommes-nous et qu'est-ce qu'il nous reste à faire et pourquoi on avance. On n'a pas toujours besoin d'accuser les autres. C'est-à-dire que si les choses ne marchent pas, c'est à cause de la France, c'est non. Si les choses ne marchent pas, ce n'est pas la France qui est à l'origine, ce sont les Congolais qui sont à l'origine parce que les Congolais n'arrivent pas à redistribuer la rente comme il se devait. Et là, ça pose un véritable problème pour dire qu'aujourd'hui, il y a un petit groupe des individus qui tirent profit de ces ressources alors qu'une bonne partie de la population reste dans la précarité totale. Voilà un peu ce que je peux dire à ce moment, sauf je peux toujours revenir s'il y a d'autres
questions ou d'autres précisions à ce niveau. D'accord. Ah, alors, monsieur Chani, je vous retrouve. Et on a choisi avec docteur Godi. Oui, il y a ce qu'on peut appeler en analyse politique et géopolitique les contradictions secondaires, mais les contradictions principales, nous les connaissons. Le fait que nous ayons des jeunes qui s'adonnent notamment à des pratiques peu orthodoxes, ça c'est visible partout, même aux États-Unis, il y a eu des délinquants qui sont pris en charge au quotidien. Mais nous voulons convoquer des contradictions principales, celles-là qui, ma foi, ne sont parfois pas visibles par l'ensemble des citoyens, mais qui dictent finalement les orientations. On a évoqué tout à l'heure ces objectifs de développement durable qui eux-mêmes, parlant de ces objectifs, sont soumis à des agendas géopolitiques qui gouvernent finalement le monde. Et là, je vous retrouve, très cher Chani, puisque on a sur beaucoup d'intérêts, docteur Godi, qui laisserait croire qu'il y aurait des disparités du point de vue social. Là encore, ce n'est pas une particularité congolaise, mais ce que nous pouvons apprécier à sa juste valeur est quand même que le pays soit resté debout dans un contexte d'insécurité transnationale, dans un contexte d'insécurité mondiale. Le voisin congolais, on ne le dit pas pour l'apprécier, est à deux doigts de vivre une forme de sécession, n'eût été notamment la délicatesse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais jusqu'aujourd'hui on voit quand même le président Denis Sassou Nguesso qui continue à manœuvrer à l'effet notamment de permettre à son pays de capitaliser sur cette paix sans laquelle eh bien, aucune construction économique, sociale, politique n'est possible. Votre micro, Chani. Je disais tantôt, merci beaucoup, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le docteur. Vous avez tout dit hein, dans votre question, vous avez tout dit. Tout à l'heure, je parlais de la théorie de l'herbe qui serait plus verte chez les autres que chez soi. Vous avez tout dit, tout dit. Les questions d'insécurité. Mais on n'a qu'à regarder autour de nous, suivez mon regard. Mais le Congo, mais nous sommes peut-être plus mieux que chez les autres par rapport aux questions de l'insécurité. Le docteur a dit qu'il n'a pas de problème d'électricité, d'eau, de l'emploi et autres. Oui, effectivement, comme j'avais dit, les problèmes ne manquent pas. Hein, les problèmes ne manquent pas, mais cela ne veut pas dire que rien n'est fait. Les choses se font. C'est vrai qu'elles se font de façon disparate, ici et là, mais quand on fait la somme de tout ça là, mais on se rend finalement compte que il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit 25, prenons seulement de 2000 à aujourd'hui, à 2025. Mais regardez les efforts qui ont été faits. Regardez comment est-ce que le président de la République a mené de main de maître le pays. C'est vrai, on a connu des crises ici et là, mais c'est parce que sans le maître, nous avons un pays, notre pays, nous avons un budget national qui dépend à plus de 65-60% du pétrole. D'accord? Mais il nous faut une diversification de l'économie. Je pense que le président le fait, parce que dans la résolution d'un problème, la première étape, la première chose à faire, c'est d'abord de reconnaître qu'il y a un problème. Quand on reconnaît qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on a déjà commencé à résoudre le problème. Vous avez par exemple, avec là je suis dans la diversification de l'économie, avec beaucoup de politiques de présent-plan, dans le domaine agricole, avec les fameux ZAP. Vous voyez comment est-ce que les projets agricoles, n'est-ce pas, naissent dans le pays pour pouvoir, n'est-ce pas, absorber les histoires de famine et autres. Les efforts sont faits, mais seulement que certaines personnes ne voient pas ces efforts. Ils regardent seulement ce qui ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Certaines choses ne marchent pas. Oui, il y a des crises. Oui. Mais est-ce que nous sommes le seul pays où toutes les choses ne vont pas comme on s'y attendait? Mais les mesures doivent être prises. Oui, il nous faut une thérapie, c'est vrai, de choc pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, tous ces problèmes. Sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'emploi, les mesures sont prises. Le président de Sassou Nguesso, il ne fait que parler de ça. Il ne fait que parler de ça. Parce que lui-même, il a remarqué, il a dit, il a mis en place des instances de lutte contre la corruption. Plusieurs instances d'ailleurs. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut mener son pays vers le haut. Qui veut mener les destinées de son pays vers un niveau où tout le monde, en regardant, accepte de reconnaître que finalement, il y a des efforts qui se font.
Oui, 65 ans après. C'est le moment du bilan, de faire le bilan. Quand on fait le bilan, quand on regarde derrière nous, de 1960 jusqu'à 2000, le pays était où? Aujourd'hui, il est où? À quel niveau? Sur le plan des infrastructures. Aujourd'hui, tous les 12 départements de la République, si je m'abuse, donc 10, communiquent entre eux. Il y a des infrastructures qui ont émaillé le pays, en commençant du département de Brazzaville à Pointe-Noire. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut quitter de Brazzaville, prendre son véhicule, on prend à Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, sans être dérangé. On quitte Pointe-Noire, on va dans les plateaux, on quitte les plateaux, on va dans la cuvette ouest, sans être inquiété, sur une des routes bitumées. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se font. Comme a dit le docteur tout à l'heure, il ne s'agit pas d'indexer quelqu'un, c'est le devoir de tous. Le président de la République, tous les jours, dans ses discours, il nous appelle à l'unité nationale. Il nous appelle à l'unité nationale. C'est une unité nationale que lui, il a mis autant d'efforts à construire. Aujourd'hui, sur le plan international, le Congolais, l'homme congolais, le drapeau congolais est respecté, mais c'est grâce aux efforts du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Quand tu prends le Congolais de Brazzaville avec les voisins, enfin, les autres peuples qui nous entourent, suivez mon regard, à l'extérieur, mais je vous assure que le Congolais est regardé dans un bon oeil. Mais pourquoi? C'est parce qu'un homme a travaillé, un homme a mouillé le maillot pour que son pays puisse être considéré dans le concert des nations. Mais s'il faut donner le mérite à un homme, mais c'est qui cet homme-là? Mais c'est le président de l'administration Nguesso. Mais en disant ça, je ne dis pas que toutes les choses, sur tous les plans, marchent. Oui, il y a des plans qu'il nous faut aménager beaucoup d'efforts. Il y a des plans qu'il nous faut apporter une thérapie de choc. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous allons dans le sens de nous caresser, alors, rassurez-vous, les choses ne vont pas changer. Mais on a la tête d'un pays, un homme qui a duré, comme a dit le docteur, qu'il a fait plus d'années que tout le monde, oui. Mais si la constitution de notre pays lui donne la possibilité de se représenter aux élections, et les élections organisées dans les normes, c'est-à-dire que les normes sont respectées dans le délai demandé par la Constitution. Demandé par la Constitution, il les organise dans les délais presque demandés par la Constitution, et après les votes, il gagne ses élections. Mais s'il le fait, et si la Constitution lui donne toujours la possibilité de le faire, à quoi bon tirer sans le tirer, et qu'il a duré plus que tout le monde au pouvoir? Mais je pense aussi, si on va dans le sens de la comptabilité, c'est vrai qu'il a duré au pouvoir, mais c'est aussi l'homme qui a plus, n'est-ce pas, payer des infrastructures de développement dans le sens de tirer le pays vers un niveau acceptable. Et voilà. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Thank you so much, Mr. Shani Aguirre, for the insight. Just to let you know, ladies and gentlemen, that if you are just tuning in, this is Global Insight brought to you by Globus, and we are analyzing the new perspectives. Of course, we are seeing the platform also shifting narratives or narrative shift to understand what is important at this particular moment. Dr. Ngudi, I actually apprehended your preoccupation regarding the fact that the mayhem or the lapses in Congo-Brazzaville shouldn't actually be alluded or attributed to France, and I think maybe we did not get to understand ourselves better. It was not to an extent blaming France, but then we are in the contemporary society in the 21st century, where we see African countries still living and bearing the negative consequences of the French policies and of course system of assimilation that has actually greatly affected the mindsets of countries, that today we see an economic downturn due to the fact that there is still that colonial mindset that is not ready to emancipate the people out of the situation. And when we want to contextualize in terms of diplomacy and even high stakes like geostrategic and geopolitical standing of a country, then we ask the question, should the
the duration of a head of state and power be a call for concern or probably a bone of contention when we have crucial strategic issues dealing with the country at the moment? If you actually can comment on that. Alors, Dr Gaudi, dans le fond, on vous a suivi et d'ailleurs ma collègue tout à l'heure revenait sur le fait que vous semblez récuser le mandat de votre point de vue qui semble long de la part du président Denis Sassou Nguesso. Mais rappelons quand même que jusqu'ici, nous avons encore les méfaits de la présence occidentale, principalement celle française, qui a duré bien avant la colonisation, la période d'esclavage, de colonisation et même après les indépendances sous la forme de ce néocolonialisme. Et donc, pour nous, comme pour bien d'autres, la question de la limitation des mandats, puisque nous on est sur un média panafricaniste, n'est pas la véritable, je dis quoi, la question de fond sur laquelle nous nous attardons, mais davantage les orientations que semblent prendre notamment nos États, nos gouvernements, à l'effet notamment de pouvoir permettre à ce que, et vous l'avez tout à l'heure, les fruits de la croissance puissent être véritablement, équitablement repartis. On espère qu'on retrouvera tout à l'heure Dr Gaudi, au moment où on tentait d'évoquer cette justesse politique réussie notamment par le président Denis Sassou Nguesso, à l'effet donc de tourner résolument son pays vers une forme de coopération multilatérale avec notamment la Chine, mais surtout la Turquie, la Fédération de Russie, en continuant tout de même également à donner une part des marchés, notamment à l'ancienne métropole, mais qui aujourd'hui, comme dans la plupart de nos États, n'a plus le fort ancrage qu'elle avait parlant de la France au lendemain, notamment bien avant les indépendances et bien après l'accession aux indépendances de nos États africains. Est-ce que nous avons nos invités via Zoom Réalisation? Pardon? Alors, Dr Gaudi, est-ce que vous nous recevez? Allez, on va convoquer un extrait avant de retrouver finalement nos invités. Nous vivons aujourd'hui en réalité dans un univers qui est économiquement mondialisé et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, notamment la réalisation de notre plan national de développement qui s'exerce sur 5 années, nous avons besoin de diversifier nos partenaires, sachant d'autant plus que notre pays dépend énormément des exportations des énergies fossiles et nous sommes bien conscients que ce modèle aujourd'hui a montré ses limites. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, parce que nous avons besoin de présenter les potentialités de notre pays, parce que nous sommes convaincus que le Congo est une terre d'opportunités. Il est important de faire connaître les potentialités du Congo. Nous avons d'abord une agriculture qui pourrait être développée de façon beaucoup plus importante. Nous avons de grandes terres arables dans notre pays, mais qui ne sont pas suffisamment exploitées. Et nous avons besoin aujourd'hui de les exploiter beaucoup plus pour atteindre déjà l'autosuffisance alimentaire pour notre propre pays, mais nous avons la capacité de produire pour pouvoir exporter. Nous avons des potentialités, je l'ai dit, dans le secteur des énergies fossiles, dans le secteur minier, et également dans le secteur du bois. Donc ce sont ces potentialités-là que nous pouvons présenter. Nous pouvons également développer énormément de choses dans le secteur du tourisme, parce que le Congo a énormément de paysages à faire connaître. Nombreux sont même classés au patrimoine de l'UNESCO, mais qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment d'infrastructures. Et donc nous avons besoin de développer ces infrastructures dans les zones touristiques pour amener de plus en plus de touristes dans notre pays. Nous avons également des zones économiques spéciales que nous pouvons mettre à la disposition des investisseurs pour pouvoir donc les développer. Donc c'est un certain nombre de choses que nous avons à faire connaître aux différents investisseurs et c'est l'intérêt de notre présence ici à Saint-Pétersbourg. Les relations diplomatiques entre la République du Congo et la Fédération de Russie sont anciennes. Aujourd'hui, elles datent de 1964, ça fait aujourd'hui près de 61 ans. Et en 61 ans de coopération, nous avons eu de belles réussites, il faut le dire.
Nous avons formé énormément de cadres dans le domaine civil et dans le cadre des formations militaires, c'est vrai, mais nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux et ce n'est même pas que moi qui le dis, il y a énormément d'observateurs qui le pensent. Le président de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vladimir Poutine, l'a dit lui-même qu'il peut développer beaucoup plus de choses. Et c'est justement à l'instar de cette réflexion qu'en septembre 2024, lorsque nous avons tenu la 7e session de la Grande Commission mixte de coopération intergouvernementale, que nous avons signé un accord important pour la réalisation d'un éléoduc au Congo par une entreprise russe qui travaillera bien entendu avec la Société nationale des pétroles du Congo, qui est notre société nationale, pour réaliser donc cet ouvrage important. Pourquoi? Parce que on voudrait que la matérialisation de ce grand projet devienne en réalité un catalyseur pour les échanges commerciaux entre nos pays. Nos relations avec la Fédération de Russie ont toujours été bonnes et nous entendons les consolider. Et c'était à l'instar de ce que je vous disais il y a quelques minutes. Nous avons fait beaucoup de formations de cadres sur le plan civil, nous avons fait beaucoup de coopération militaire, mais aujourd'hui, il faut passer au stade supérieur. Nous voulons intensifier les échanges commerciaux, nous voulons continuer à identifier les secteurs porteurs, nous voulons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les investisseurs des deux pays et nous voulons également augmenter les investissements parce que tout cela fera en sorte que nous ayons beaucoup plus de valeur ajoutée. Nous allons faire de la création de richesses et nous voulons vraiment mettre la diplomatie économique au cœur du développement de nos États. Bon, déjà, l'Université des Mines, c'est un secteur où nous avons besoin d'expertise parce que je rappelle quand même que le Congo est un pays pétrolier et c'est également un pays qui dispose d'un certain nombre de ressources minières qui ont besoin d'être développées. Et nous avons besoin donc de cette expertise, mais nous pensons que la coopération peut être beaucoup plus large dans d'autres secteurs, dans le secteur agricole où il y a un certain nombre de sociétés russes qui proposent leurs services et nous allons bien entendu regarder dans quel... Allez, docteur Godjan, on vous retrouve. Là, on avait un extrait du ministre congolais de la coopération internationale qui saluait d'ailleurs les bonnes relations en 2024 avec la Fédération de Russie et mettait d'ailleurs en avant, du moins faisait d'ailleurs la véritable promotion de ce partenariat public-privé entre de la République démocratique du Congo à la suite notamment de l'annonce du président Denis Sassou Nguesso qu'il était d'ailleurs prêt à renforcer les bonnes relations avec certains pays, notamment la Fédération de Russie. Jusqu'ici, vous avez semblé convoquer un ensemble de faits qui sont, de votre point de vue, moins réluisants dans la réelle politique locale. Mais est-ce que, lorsque nous convoquons notamment la dynamique multilatérale ou alors l'ouverture du pays vers un monde beaucoup plus multipolaire, est-ce que là, on ne peut pas se satisfaire notamment de la justesse, du tact politique qu'a eu le président Denis Sassou Nguesso à l'effet donc de permettre aujourd'hui à son pays d'être ouvert sur plusieurs fronts avec des orientations, des coopérations internationales assez poussées qui s'adossent notamment sur une nette volonté de vouloir permettre à son pays de bénéficier, en tout cas de pouvoir tirer des bénéfices nécessaires de cette coopération avec certains pays, notamment la Chine qui est aujourd'hui en tout cas le premier partenaire économique avec votre pays. Merci une fois de plus. Je pense que nous ne pouvons pas aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, recentrer l'histoire d'un pays des 65 ans des indépendances au niveau de ce qui concerne la diplomatie du Congo autour d'un homme. Parce que si nous pouvons nous souvenir de l'histoire déjà depuis 1960, avec l'indépendance du Congo, nous savons que déjà, le premier président a orienté la diplomatie du Congo vers la reconnaissance au niveau des institutions internationales. Ça a été vu. Et le deuxième président, Massamba Deba, dans le contexte de la guerre froide, a eu à s'ouvrir à la Chine, parce que les relations avec la Chine datent déjà des années 1963, avec 63-64, avec le président Massamba Deba. On sait que depuis 1964, on a eu
beaucoup d'investissements, des Chinois qui sont venus, qui ont construit beaucoup de choses au Congo. Et avec l'avènement du président Marine Ngouabi, on sait que nous avons eu les débuts de coopération avec l'URSS à l'époque, devenu Fédération de la Russie. Donc, le président Sassou Nguesso n'a fait que consolider les acquis de ces accords, de ces relations que nous avions déjà eues depuis l'indépendance, que ce soit avec la Russie, avec la Chine. Et cela ne veut pas dire que nous allons remettre en cause un peu les acquis, notamment dans la consolidation de les relations. C'est vrai que le contexte bipolaire qui a changé, devenu aujourd'hui avec les États-Unis et la Fédération de Russie, le président ne fait que consolider ses acquis. Parce que, contrairement à ce qui se passe un peu ailleurs, on voit un peu la présence russe qui s'affirme, un peu on a vu dans les États du Sahel ou encore en Centrafrique, on y voit. Mais le président Sassou Nguesso essaie un peu de manager un peu cette forme de réalité pour la politique pour se voir en ce qui concerne les intérêts des Congolais, puisque nous avons des relations avec les États-Unis, avec la Fédération de Russie, avec la Chine, avec la France, et il y a de nouveaux partenaires qui arrivent, que ce soit dans ceux des BRICS, que ce soit avec la Turquie ou d'autres États qui viennent. Mais cela ne veut pas remettre aussi en cause avec la France, parce qu'aujourd'hui, avec la France, nous y sommes toujours. Et récemment, nous nous souvenons qu'il y a eu au niveau africain des accords qui avaient été signés avec le Rwanda, donc un pays de la sous-région, de la CAC, bien que je suis parti. Et donc, nous n'y voyons pas de mauvais œil cette ouverture, mais c'est une consolidation des relations. C'est à nous de vouloir voir comment tirer profit, comme l'a dit M. Gué tout à l'heure, que le Congo, c'est un État souverain, on peut savoir avec qui s'allier en fonction de ses intérêts. Donc aujourd'hui, ce serait que pour nous de dire, c'est vrai que la Russie, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, on a commencé depuis très longtemps, et nous sommes heureux de voir que c'est des relations qui se consolident, mais pourvu que ce soit, c'est à l'intérêt des Congolais, puisque cette ouverture-là permet notamment au Congo de renforcer la diplomatie. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau, puisque c'est vrai qu'au niveau local, on en a parlé, mais dans le cas de l'ouverture du Congo, on y voit que le Congo aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit la diplomatie du Congo, en ce qui concerne la candidature, nous savons tous que le Congo veut présenter un candidat à l'UNESCO. C'est la montre que le Congo veut s'imposer sur le plan international. À travers, on a vu les dernières missions du Premier ministre dans certains pays africains pour le soutien de la candidature de notre compatriote, Matoko, qui veut être directeur au niveau de la tête même de l'UNESCO. Ça montre que le Congo veut s'affirmer sur le plan international et même sur le plan régional, puisque déjà, le président Sassou Nguesso est reconnu comme médiateur dans plusieurs crises, et même en Libye, on y voit aussi. Ça veut dire que cette diplomatie devait être consolidée par cette intervention. Donc, je pense que c'est encore beaucoup de choses à faire. On en a dit, mais il nous reste aussi, je pense que les relations avec la France n'ont jamais été remises en cause. Maintenant, de voir un peu, c'est vrai qu'avec ce qui se passe avec les États-Unis, parce que nous savons tous que les Congolais ne peuvent plus aller aux États-Unis, parce qu'il y a eu les États qui ont été sélectionnés. Bon, je ne reviendrai pas sur ces débats, puisque sur le plan international, nous savons tous les raisons. Et donc, l'ouverture du Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique, je pense que c'est une bonne chose, et que nous ayons un ministère spécialisé qui s'occupe de la coopération internationale au-delà des affaires étrangères. Je pense que ça, c'est aussi des acquis qu'on peut consolider au niveau. C'est la première fois que, dans un premier règne, que nous ayons deux ministres des Affaires étrangères, l'un s'occupant de la coopération internationale et l'autre des Affaires étrangères. Allez, merci à vous. Alors, Monsieur Chani, je vous retrouve. La question et la peur, la crainte, d'ailleurs, ressentie dans la démarche de Dr Gaudi, est que oui, il est d'avis comme nous, comme vous, qu'il y a une nette volonté aujourd'hui de vouloir parvenir à une véritable diversification de ces partenaires parlant du Congo. Mais on le sait tous, très cher ami Chani, la diplomatie est véritablement cette porte d'entrée de tout un pays. Lorsqu'on a suffisamment réussi à soigner ces diplomaties, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Congo-Brazzaville, d'ailleurs, Dr Gaudi nous rappelait les différentes dynamiques qui ont cours du côté du Congo. On a vu le président Denis Sassou Nguesso qui était vent debout, en tout cas pour tenter de concilier les frères libyens lors de la crise en Libye. On l'a vu également en action du côté du Tchad, au lendemain de l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Il est bien actif, en tout cas, dans les questions géopolitiques qui sont liées notamment avec la région des Grands Lacs.
Mais la question de fond est celle de savoir comment faire pour véritablement capitaliser l'ouverture du pays au monde multipolaire. Ouvrez votre micro, je vous en prie. Merci beaucoup, là, vous Nous vous recevons. Merci beaucoup, merci. À votre question, comment faire pour capitaliser les acquis, hein? C'est ça, si j'ai bien compris votre question. Tout à fait, Chani. D'accord. Effectivement, comme l'a souligné monsieur, le docteur Taylor le ferait tout à l'heure, mais consolider ces acquis-là, ce n'est que par la maestria de celui qui dirige le pays, mais c'est ce qu'il fait tous les jours. C'est ce qu'il fait tous les jours. Au-delà même de consolider les acquis que nous avons eus avec d'autres présidents, il a innové dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs. Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, s'il faut que je me répète, si aujourd'hui on parle du Congo dans le concert des nations, vous avez parlé des conflits, mais vous avez oublié celui à la République centrafricaine. Il y en a bien d'autres, il y en a plusieurs dont il est intervenu ici en RDC. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de se battre pour que son pays puisse jouer sa partition dans le jeu de ce monde bipolaire qui se dessine aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Il parvient, lui, à se frayer un chemin dans ce méli-mélo qu'on remarque aujourd'hui. La seule façon de consolider ces acquis-là, c'est effectivement sa façon de faire, l'ouverture. Il a parlé juste tout à l'heure de l'innovation de deux ministères occupant la fonction des affaires étrangères, l'un du partenariat public-privé et l'autre des affaires étrangères. Mais mon frère docteur, il est sans oublier que chaque ministre, quand il est nommé, il a un cahier de charges, des missions qui lui sont dévouées. Je pense que c'est à partir de ce cahier de charges que les ministres agissent. Si aujourd'hui nous consolidons nos acquis diplomatiques, les acquis que nous avons eus, mais je pense que c'est grâce à la façon de faire du président de Sassou Nguesso, en mettant en place ces deux ministres, je pense que c'est lui l'entraîneur. Il sait pourquoi il a mis deux ministres, un pour les affaires étrangères, l'autre pour les partenaires privés. Il les a mis en place pour pouvoir peut-être de façon rapide atteindre les objectifs. Les accords que le président signe, le docteur a dit tout à l'heure qu'il espère que tous les partenariats qui nous ici et là, c'est pour l'intérêt de la République. Mais, monsieur le docteur, rassurez-vous. Rassurez-vous, depuis que je suis de près l'actualité politique de notre pays, mais tous les efforts que le président Denis Sassou Nguesso fait, ça montre clairement que tous les accords, tous les partenariats qui nous ici et là, dans toute souveraineté, c'est dans l'intérêt premier des populations congolaises. C'est dans l'intérêt premier de la nation. Donc, rassurez-vous, cher docteur, le président Denis Sassou Nguesso et le Congo nouent les accords pour le bien-être de sa population. Et je pense que c'est de cette façon aussi que lui s'y prend pour pouvoir, n'est-ce pas, emmener le Congo tirer le Congo vers le sommet. Merci. Alors, je reste avec vous, Chadi, parce que vous avez en tout cas un véritable penchant sur des questions économiques. Mais comment aussi donc un tel attelage sur le plan local pour permettre effectivement à ce pays de ne plus continuer à dépendre effectivement de son pétrole? On a vu d'ailleurs que les recettes, à plus de 50% des recettes fiscales du pays venaient effectivement de ce pétrole, même si le pays progressivement est en train de diversifier son assiette fiscale et permettre notamment que l'assiette budgétaire locale puisse avoir d'autres sources de revenus. Mais ça reste également une question centrale sur laquelle le président et tout son gouvernement travaillent à l'effet de permettre notamment au pays de pouvoir recevoir ou alors être ouvert à d'autres sources de revenus locales. Ça passe notamment par une transformation locale. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui les capitales soient notamment reliées par des voies de communication qui sont de plus en plus excellentes. Mais qu'est-ce qui doit, de votre point de vue, comment réussir un tel attelage entre cette ouverture à ce monde multipolaire, mais surtout l'attente des objectifs de développement durable sur le plan local, à l'effet de permettre notamment à ce Gabonais qui
que dis-je, à ce Congolais qui est de plus en plus qui est admiratif de cette orientation géopolitique que semble prendre son gouvernement. Mais ça doit également permettre à ce Congolais, aux citoyens lambda, de pouvoir clairement en profiter et de se dire, eh bien, on avait vu juste de nous orienter vers ce monde multipolaire-là. Alors, vous avez, si j'ai bien compris votre question, elle a deux volets. Premier volet, volet économique. Alors, comment faire pour ne plus dépendre tout à fait, du pétrole. À plus de 50%. Des revenus pétroliers, c'est ça. Effectivement, voilà. Si je comprends cette question, alors, je disais qu'il n'y a pas de recette magique. Hein. Il n'y a pas de recette magique. La seule chose à faire ici, c'est de penser à la diversification. C'est une chose que le gouvernement s'attelle à faire déjà. Je vous ai parlé tantôt ici du ministère de l'Agriculture, avec beaucoup de projets mis en place, avec beaucoup d'agences nationales mises en place pour la circonstance. Vous avez les fameux ZAP. Les fameux ZAP, aujourd'hui, rassurez-vous, il y a la transformation qui se fait de façon locale. Le docteur, il sourit, mais il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Il y a la transformation qui se fait sur place pour permettre aux Congolais justement de pouvoir se nourrir avec ce qui est produit localement. Avec ce qui est produit localement. C'est sur cette question que je tire mon chapeau au ministre de l'Agriculture qui mouille le maillot. On le regarde tous ici, on voit comment l'homme se démerde grâce au cahier de charges lui confié par le président de la République. Il est dans tout le pays afin de trouver des solutions, n'est-ce pas, aux questions qui minent l'assiette du Congolais. Aujourd'hui, sur le plan, le foufou, le manioc, l'igname, tout est produit localement. Le haricot, le riz, vous voyez, c'est un secteur qui va booster, n'est-ce pas, notre économie nationale. Ça va permettre d'absorber l'expansion démographique parce que ça va favoriser la création de plusieurs emplois. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Plusieurs jeunes aujourd'hui, c'est vrai, le chômage, on en parle encore. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ce côté. Il faut des réformes, c'est vrai. Mais il y a, grâce à la politique agricole mise en place par le gouvernement de la République, qui fait que les jeunes aujourd'hui, plusieurs, pas tous, mais plusieurs, trouvent gain de cause dans ce qui se fait déjà. Dans ce qui se fait déjà. Donc, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de recette magique. La seule chose à faire ici, c'est de diversifier l'économie. Diversifier l'économie en mettant plus d'accent dans le secteur agricole. D'accord? Le secteur agricole. Et certainement élargir l'assiette fiscale, comme vous avez venu de le dire, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une ouverture dans ce sens. Mais non, dans ce monde bipolaire, comme vous l'avez dit, comment faire pour que le Congo puisse étirer son épingle du jeu? Mais je dis, le président Sassou le fait déjà si bien. Il le fait déjà bien, dans le sens où il parvient à nager dans ce monde qui ne fait que danser, qui change de camp à tout moment. Parce que j'avais entendu un homme dire que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt que des institutions fortes. Alors aujourd'hui, on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Je veux mon regard. Le monde dit. Tout à fait. Le monde par des institutions fortes ou par des hommes forts aussi. Absolument. Merci beaucoup. Docteur Gaudi, on vous retrouve après cette lecture faite par notre ami Chali. Alors là, on évoque donc la volonté de diversifier notamment ces ressources. D'ailleurs, le produit intérieur brut, on a vérifié avant de lancer cette émission, ma collègue et moi, on s'est rendu compte qu'il est bien plus meilleur que certains de ses voisins parlant du Congo-Brazzaville, ce qui laisse véritablement croire que la production de la richesse locale, même si elle n'a pas encore atteint assez satisfaisant, elle est quand même sur une dynamique assez acceptable. Et d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture qui est aujourd'hui présenté comme le fleuron de l'économie, si on se sépare en tout cas des revenus pétroliers, est quand même quelque chose de satisfaisant dans la mesure où le gouvernement souhaiterait parvenir notamment à cette autosuffisance alimentaire, même si ça reste parfois une forme de vœu pieux qui n'est pas souvent atteint par les États, mais ça reste quand même une très bonne dynamique. Vous également, quel regard portez-vous autour de ces orientations économiques portées par votre gouvernement? Ok, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire si on restait là-dessus. Parce que nous savons tous que depuis 1982,
lors du plan quinquennal du président Sassou 1 à l'époque, disait déjà bien qu'on devait avoir l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. C'est-à-dire que nous étions en 1982, où on proclamait déjà l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Et finalement, lorsque nous sommes arrivés en 2000, on n'a pas atteint cette autosuffisance puisque les Congolais n'arrivaient pas à consommer local puisqu'il fallait importer même les produits agricoles. Et nous avons eu une expérience au Congo en termes d'agriculture, le collègue le sait. On a eu le fonds de soutien agricole, on a eu des projets PDRP, PRODER. Aujourd'hui, on parle des AP. Les consommations, c'est minime. Ça. On exporte, quelle est la quantité exportée? Ça ne représente absolument rien. En termes de consommation locale, oui, c'est vrai, ça réduit un peu, ça permet aux Congolais de manger. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire en ce qui concerne l'agriculture, puisque nous avons des terres qui peuvent être utilisées à ce niveau-là pour le faire. Mais je ne reviendrai pas sur ça, mais je pense que ce qu'il faut peut-être dire, parce que par rapport à la question posée, vous avez posé deux questions. La première question, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance économique liée notamment aux hydrocarbures, puisque une bonne partie des ressources dépend du pétrole. Je sais qu'il en a dit, puisqu'il faut diversifier l'économie, notamment à travers les autres activités, c'est vrai. Mais il y a aussi cette possibilité de promouvoir les opportunités économiques. Je pense que le Congo aujourd'hui, si on se tient compte de l'actualité avec les Turcs, puisqu'on en a vu avec les minerais de Mayoko, de Moussonji, où déjà on y voit les Turcs commencent déjà à travailler dans Mayoko. Déjà, il y a des opportunités là. Ils vont exploiter le fer de Mayoko. Il y a déjà le chemin de fer qui s'est fait avec les travaux prévus. Il y a des investissements là-dessus. Je pense qu'il faudra continuer avec cette politique, notamment de la promotion des opportunités économiques que nous avons dans notre pays, puisque ça fait partie aussi de la diplomatie entre notre collègue en train de voir sous le guide du président Sassou. Mais il y a aussi cette question de la stabilité interne, parce que c'est vrai que on y parle de la paix parce que, pour moi, je dis, lorsqu'on parle de la paix intérieure, ce n'est pas parce qu'il y a l'absence des coups de feu et qu'on peut parler de paix. Parce que la paix, c'est aussi le social. Parce que lorsqu'il y a la justice sociale, on lutte contre l'impunité, contre la corruption, parce qu'on sait quand même que cette impunité y règne toujours, puisque les gens peuvent voler les ressources de l'État. Il n'y a pas d'arrestation parce qu'on fait partie de la cour royale, ou on fait partie de la famille, ou on fait partie des hommes intouchables. Parce que nous avons participé à une guerre où on a participé à une ronde ou quoi que ce soit. Je pense qu'on devait aussi lutter contre l'impunité parce que si on peut lutter contre l'impunité, ça permettrait qu'il y ait une justice économique et chaque Congolais pourrait aussi profiter de ce qui était prévu et que ces fonds qui sont destinés aux individus pouvaient servir à investir pour les jeunes qui sont au chômage. Parce qu'aujourd'hui, on le sait que le seul métier, nous avons les seuls métiers, les seuls secteurs qui recrutent, c'est l'armée, c'est l'enseignement, c'est la santé. Les autres secteurs ne recrutent pas assez. Je pense qu'il faut créer des conditions pour cela. Et avec les partenariats stratégiques aujourd'hui que nous nouons, je pense qu'on l'a dit tout au long de cette émission, il faudra consolider ces partenariats stratégiques pour voir un peu comment est-ce que ces investisseurs, que ce soit des Chinois, aujourd'hui on les voit dans le domaine des routes, des travaux, et aussi ça il faut consolider parce que tout à l'heure le collègue parlait des routes où on sait tous que lorsque vous arrivez dans la capitale économique, parler de circulation à Pointe-Noire, je pense que c'est déjà c'est très compliqué. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle aujourd'hui dans la capitale économique. Circuler, ça ne revient pas à n'importe qui avec les embouteillages et avec la qualité des routes que nous avions. Mais ce qu'il faut peut-être faire aussi pour consolider cette diplomatie, c'est ce que le président Sassou Nguesso est en train de faire, notamment de la participation, à vouloir faire que le Congo participe aux instances internationales. Le fait de participer à ces instances, ça ouvre aussi la voie, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de la CAC. On y voit quand même qu'il y a beaucoup de choses. Et je pense aussi que cela va de pair avec l'image, parce qu'il faudrait qu'on puisse valoriser l'image du Congo. Et de temps en temps, on y voit ces derniers temps. C'est vrai que ça fait parfois, pour les Congolais, certains Congolais comme nous autres, ça nous fait souffrir de voir qu'on dépense des milliards pour organiser des conférences internationales, alors qu'il y a des gens comme à l'université qui ne sont pas payés, ils sont à 2-3 mois, ils ne sont pas payés, alors qu'on y prend de l'argent pour inviter des experts qui viennent pour 2 jours, 3 jours, ils sont payés à le coût des millions, c'est des milliards qui sortent, alors que ces fonds pouvaient servir à autre chose. Je pense que c'est vrai qu'on veut valoriser l'image du pays, mais il faudrait consolider la paix sociale, la paix intérieure, et ça va de pair pour que, une fois de plus, les gens puissent voir que ces aspects, ce discours
que le président a prononcé lors de ces 65 ans soit un discours vraiment vécu. Au lieu que ça soit juste des slogans, puisque nous sommes habitués avec des slogans, c'est les mêmes discours qu'on reprend chaque fois, et l'assiette ne change pas, le quotidien du Congolais ne change pas, et là, ça devient un véritable problème. Et on se dit, où en sommes-nous 65 ans après? Ce qui est certain, docteur Gaudi, est qu'il y a des dynamiques. Je reste avec vous, docteur, qui sont observées dans ce partenariat avec dans cette ouverture de pays au monde multipolaire. On a parlé tout à l'heure de la Chine, qui est devenue le partenaire économique principal de votre pays, le Congo. Mais tout à côté, on parle parfois pas très assez, mais elle est quand même présente dans la Fédération de Russie et accompagne d'ailleurs le pays dans les volets économiques. On parle des nombreuses initiatives qui sont portées par la Fédération de Russie, parmi lesquelles la construction de nouvelles oléoducs et une éventuelle coopération future dans les domaines notamment de l'énergie nucléaire, des infrastructures numériques, la participation de la Russie à la construction de nouvelles oléoducs, on l'a dit, reliant Pointe-Noire à Brazzaville dans le cadre d'un modèle Build One Operate Transfer, où la Fédération de Russie détient une participation de 90%, vise donc à rationaliser l'approvisionnement en carburant, mais surtout à soutenir la sécurité énergétique régionale. La Fédération de Russie qui explore également dans le pays les opportunités dans le domaine de l'économie, cette fois-là numérique, en élaborant des protocoles d'accord visant à améliorer des infrastructures informatiques et des compétences numériques. Et le géant énergétique russe Rosatom, qui a d'ailleurs manifesté très récemment son intérêt à l'effet de soutenir les initiatives du Congo en matière notamment d'énergie nucléaire. Et on parlait, je vous retrouve docteur Gaudi, on parlait de la diversification de l'économie locale. Ça passe également, en attendant votre avis là-dessus, sur la capacité du pays à pouvoir disposer, en son sens en tout cas, de l'énergie, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit électrique de pointe, pour véritablement parvenir à une forme d'industrialisation. Parce que si jamais on a un secteur agricole qui est assez intéressant, la transformation convoque notamment une volonté, la capacité du pays à pouvoir disposer d'une énergie électrique à bon coût, mais surtout de qualité, à l'effet donc de booster notamment l'industrialisation du pays. Alors, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur les démarches qui sont quand même celles de la Fédération de Russie qui permettent au pays de pouvoir explorer d'autres domaines de compétences, d'autres domaines d'action qui peuvent absolument permettre d'améliorer les conditions de vie des Congolais? Absolument. Je ne suis pas journaliste, je suis historien. Parce que lui, l'historien, il raisonne sur la base des faits ou des concrets, parce que je sais que souvent on est habitué avec ces genres de promesses, hein, parce que c'est une promesse, je pense que c'est louable. Il faut féliciter la diplomatie déjà pour notamment la coopération internationale pour ce genre d'accords déjà qui sont courts. Étant donné qu'il s'agit là de promesses, je pense que on ne peut pas dire quelque chose de plus. Déjà, nous savons tous qu'au Congo, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère des EUS, donc les ministères des zones économiques spéciales, où déjà il y a beaucoup de promesses qu'on a vues déjà. Les Rwandais déjà devaient venir. On en a vu ce qui s'est passé. Après, ça est devenu des slogans. Et je pense que de toute façon, ça serait du concret. Parce que d'autant plus que nous savons qu'à la veille des élections, il y a toujours beaucoup de promesses qui sont souvent faites, puisque nous savons tous qu'en 2026, nous aurons des élections. Est-ce que ce n'est pas une manière, encore une fois de plus, de faire leurrer les Congolais pour dire qu'il y a des opportunités économiques qui s'y présenteront d'ici là, pour qu'on essaie un peu de calmer un peu les gens qui voudraient bien sûr dire bon, on est fatigué de ce système qui ne fait que nous promettre. On espère que cela va se concrétiser. Nous ne pouvons pas dire le contraire dans la mesure où déjà ce sont des promesses, comme on le voit déjà aujourd'hui avec les Turcs qui ont déjà commencé déjà avec les recherches, notamment dans la zone de Bayoko. Et nous y attendons patiemment que ce projet se réalise. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas remettre en cause des choses que les Russes font. Ils sont déjà dans beaucoup de domaines, déjà d'accompagnement, dans le renforcement des capacités, dans beaucoup de choses. Et j'y pense que ce sont des aspects, des éléments qu'il faudra consolider. Bon, maintenant, pour les autres partenariats stratégiques, on sait déjà que pour la Chine, on ne peut pas déjà dire le contraire, puisque nous voyons du concret. Avec les bâtiments, avec les routes, avec tout ce que nous y voyons. Je pense que c'est des éléments qu'il faudra consolider, puisque nous œuvrons pour que ces partenariats stratégiques soient consolidés et que ça ne soit vraiment pas
des éléments qui vont passer à côté. Mais pour terminer, je pense que un élément qui pourrait nous aider aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la lutte contre la corruption. Parce que la plupart du temps, souvent, les partenaires peuvent investir, étant donné que les Congolais, ils pensent toujours le temps à ne pas investir dans ce qui est prévu. Ils sont là toujours dans les pots de vin. Et ça peut décrire sur certaines choses. On a vu, par exemple, avec le projet que le président de la République, puisque tout à l'heure, le collègue vantait bien les mérites du président dans le cadre des hôpitaux généraux dans les départements. Ce qu'on dit au président, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. On en a vu aussi avec la municipalisation accélérée, où partout, nous avons les éléphants blancs. Et nous espérons que ces projets qui seront financés par la Fédération de Russie vont permettre vraiment l'amélioration des conditions que le Congo pourra avoir d'énergie nécessaire. Parce que vous arrivez aujourd'hui dans certaines villes, vous n'avez pas d'électricité, c'est des groupes électrogènes, ça ne permet pas vraiment aux Congolais de pouvoir mener à bien les activités économiques, puisque en parlant de la diversification de l'économie, il faudrait qu'il y ait le secteur informel qui soit aussi mis en avant. Mais on y voit que dans certaines villes, il n'y a pas d'énergie et ça ne permet pas aux jeunes qui se débrouillent, qui sont dans l'informel, de mener à bien les activités. Donc voilà, c'est des éléments, je pense que c'est des éléments à consolider, c'est des partenariats à renforcer pourvu que cela se concrétise à travers les réalisations concrètes que nous allons voir d'ici peu. Pourvu que ce ne soit pas des promesses électorales. Opinion vis-à-vis what is happening in Congo Brazzaville, Dr. Ngodi, I think in the same perspective, it is imperative for us to be more practical and pragmatic. Let me say it this way, Fabrice, putting the stakes of the country at this particular moment, and we would love that from the economic perspective, Mr. Shani Geya throws more light on the question which you just directed to Dr. Ngodi, pertaining the involvement of the Russian Federation and some practicality or practical project that the Federation has actually entered that has helped propelled Congo Brazzaville to the present status quo. If actually you understood the question, I think Fabrice, you can maybe elaborate more the question in French for better comprehension for the benefit of millions of televiewers out there. Alors, Shadi, la question de ma collègue, pour faire simple, est-ce que vous également, vous êtes davantage sceptique quant à la volonté de la Fédération de Russie à accompagner efficacement notamment le pays dans sa quête, notamment de diversifier ses ressources économiques? Est-ce que pour vous, ce sont des promesses de campagne, comme l'a laissé entendre tout à l'heure Dr Koudi, ou alors on est dans du concret? Non, mais il faut comprendre le docteur, il faut le comprendre. Il est dans sa position, hein, il est dans sa position. Vous savez, c'est très difficile de faire changer d'avis à quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis. Et d'ailleurs, on dit, c'est juste une façon de parler. Et le docteur a refusé de voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Et effectivement, il a soulevé beaucoup de points, entre autres l'impunité, la lutte, la corruption et autres. Mais tout à l'heure, si vous avez suivi mon speech, depuis que j'ai commencé, je n'ai cessé de dire que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le citer, a déjà montré toute sa volonté que c'est un homme qui lutte contre l'impunité, contre la corruption. Vous voyez, dans un petit pays, comme le Congo, petit pays, je peux dire, il y a plus de 2 organes ou 3 organes de contrôle, de lutte contre la corruption. Vous avez l'IGF, vous avez le Conseil d'État, vous avez la haute autorité de lutte contre la corruption. Toutes ces instances se réunissent pour traquer, n'est-ce pas, les corrompus et les corrupteurs. Mais cela ne montre, n'est-ce pas, ça ne montre pas qu'un homme en train de travailler, effectivement, il a la volonté manifeste de pouvoir emmener son pays vers le haut. Mais pour le faire, l'un des chemins empruntés, c'est de lutter efficacement contre la corruption. Mais il a prouvé qu'il est en train de lutter contre la corruption. Il est en train de lutter contre la corruption. Le docteur a parlé de l'impunité. Mais le président avait dit, lors de son discours à l'Assemblée, au niveau du Parlement, il avait dit qu'il n'y a ni
des gros, ni des mini frétins. C'est-à-dire tout le monde, que tu sois gros, petit, parent, quelqu'un de son ethnie, de son village, de l'autre village. Mais si tu commets, tu détournes les deniers publics. Mais le travail de la justice, mais c'est s'occuper de ce genre de personnes. Mais ces organes-là sont mis en place pour quoi? Pour justement lutter contre ces personnes. Mais le docteur voit partout, il voit les promesses électorales. Il dit qu'il espère que ce ne sont pas des slogans et autres. Il dit dans plusieurs villes dans notre pays, il n'y a pas d'électricité avec le groupe électrogène. Mais docteur, non, ne dites pas ça. Ne faites pas comme ça. Avant que nous ne passions de 12 à... qu'on ajoute les départements, mon cher docteur. Mais toutes les villes du Congo, à l'exception de 2, excepté 2, toutes les villes capitales, c'est-à-dire les grandes villes de notre pays, sont reliées au réseau électrique de la SNE, de la RKSE. Et vous, ça aussi, vous refusez de voir. Vous refusez de voir. Non, moi, je préfère prendre les choses que le docteur dénonce ici. Je ne le mets pas d'ailleurs dans le lot de ceux qui ne veulent pas voir, le lot de ceux qui ont décidé de voir le verre à moitié vide. Je pense qu'on prend tout ce que le docteur cite, comme étant des mots, mettons ça dans les choses qui ne sont pas encore réalisées. Même si dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà réalisées. Il dit que le partenariat avec la Russie, il espère que notre façon de faire, c'est-à-dire de toujours attendre des dividendes, c'est-à-dire des pourcentages sur les projets, ne fasse fuir les investisseurs. C'est comme si il y a des enfants, tu as des problèmes dans ta maison, quelqu'un a une personne qui se présente qui dit « je peux t'aider, par exemple, en échange de quelque chose ». À faire scolariser tes enfants, tu dis non, mes enfants là, si tu fais ça, ils ne vont pas à l'école, ils n'aiment pas l'école. Mais non, ça c'est pas le patriotisme, monsieur le cher docteur. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Moi, je pense que la Fédération de Russie, depuis fort longtemps, nous a déjà montré qu'elle est à même de pouvoir nous accompagner. De pouvoir nous accompagner dans la quête, dans ce travail que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, bien avant lui, d'autres personnes ont le travail qu'ils ont commencé à faire, de mener le Congo vers les hautes dimensions. Ce travail, pris par le président Denis Sassou Nguesso depuis un moment, qui continue de réaliser aujourd'hui, la Fédération de Russie nous a déjà montré qu'elle peut nous accompagner et on veut de son aide. Pas l'aide, on veut de son accompagnement, des échanges sur le plan de la technologie, des infrastructures, sur le domaine agricole. La Russie a déjà montré ses preuves. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler, n'est-ce pas, du monde sont pourtant cités 2 pays ou 3 pays sont pourtant parlés de la Russie. Ça veut dire qu'ils sont un acteur majeur dans le développement, n'est-ce pas, du monde. Donc nous acceptons, on sait que je sais, moi, et ceux qui m'entourent et ceux qui sont avec moi, plusieurs personnes, nous savons que la Russie c'est un bon partenaire, raison pour laquelle le président Denis Sassou Nguesso, dans sa façon de faire, dans sa maestria, a toujours, n'est-ce pas, regardé la Russie comme étant un ami, même si on sait que dans le concert des nations, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment. Donc le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de sa façon de faire, il sait que le Congo tirera, n'est-ce pas, son épingle du jeu en s'alliant aussi avec la Russie, même avec d'autres partenaires aussi. Donc, cher docteur, je vais t'appeler justement à revoir tes positions, même s'ils ne sont pas forcément à l'ouest. Je dis que ce sont des bonnes propositions, mais nous allons prendre ça et mettre ça dans le compte des choses qui ne sont pas encore faites. Vous avez vous-même soulevé ici le fait qu'on ait construit des hôpitaux dans 12 départements de la République. La volonté est là. La volonté est là. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses qui ne marchent toujours pas dans le sens de la marche, mais rassurez-vous, ils sont tout de suite appréhendés et remis à l'ordre. Je ne fais pas l'apologie de l'homme Sassou Nguesso, je parle des faits. Je parle des faits. Je parle des choses concrètes, des choses qui réalisent, que nous voyons. Que nous voyons. Tous les départements de la République, à l'exception de 2 départements, je disais tantôt, sont reliés au réseau électrique. Le docteur ne va pas me contredire dans ce que je suis en train de dire. Le docteur ne va pas me contredire.
Le président de la République s'attelle à diversifier l'économie de la République. Le docteur ne va pas me dire. Il a parlé des fameux, beaucoup de projets qu'on a connus avant qui n'ont pas fonctionné. Mais est-ce que si tu as 2 enfants, tu as scolarisé un enfant qui n'a pas réussi dans les études, donc tu vas refuser de scolariser l'autre parce que l'aîné n'avait pas réussi? Non. On va toujours prendre des projets. Toujours prendre des projets, mettre en place des projets dont le but d'améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie de la population. Merci beaucoup, j'ai dit. So much, Mr. Sharney, for that, which is quite very practical. What is the way forward? We are now in the 21st century with new dynamics, new perspectives. What is the way forward to bring Congo to where you want, Dr. Ngodi? And I think it is going to be some sort of a concerted effort coming from both political actors, civil society, and even those who do not really probably pertain to political parties. And it brings us, Fabrice, to the vision of Africa in the contemporary society, Pan-Africanism, which is being fostered through this ideology of Ubuntu. And we see that countries across the continent have realized the mission and vision for the continent to be able to reach this total sovereignty in every form: political sovereignty, economic sovereignty, and even let's call it diplomatic sovereignty. And I think South Africa is already making some strides, given the way the country is maybe reacting to the diplomatic feuds concerning the United States of America. And it brings us again to underline the spirit of Pan-Africanism, to understanding if Congolese, particularly Dr. Ngodi, has understood the present dispensation which is being championed by the Sahel states. We are talking Mali, Niger, and Burkina Faso, all to ensuring the total sovereignty of African states. Fabrice, what do you think about this? Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que dans son discours d'ailleurs à la nation le 14 août dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déclaré, je cite, notre pays a accédé à la souveraineté internationale au moment où les pères de l'indépendance africaine avaient placé leur combat sous les idéaux prônés par le panafricanisme. Notre pays a adhéré à cette vision dès le départ en soutenant les mouvements et les luttes de libération en Afrique. Les générations montantes, celles présentes, devraient donc prendre le flambeau du panafricanisme pour pérenniser cette dynamique d'intégration pour une Afrique ayant des atouts considérables pour son développement et qui atteint d'ici 2050 2 milliards d'habitants majoritairement jeunes. Alors, docteur Ngodi, le président de la République appelle dans ces générations récentes, du moins celle cette génération montante, j'y arrive, qui devrait prendre le flambeau du panafricanisme. Et tout à l'heure, ma collègue a convoqué cet idéal qui est aujourd'hui porté notamment par ce que nous appelons l'AES, qui veut d'ailleurs s'affirmer à tout point de vue. On parlait tout à l'heure des réalités économiques du pays, mais comment articuler une véritable vision économique locale lorsqu'on n'est pas adossé sur une monnaie que l'on semble maîtriser? Aujourd'hui même, on voit comment les pays de l'AES sont en train de manœuvrer pour essayer de sortir totalement de cette dépendance économique, à l'effet de capitaliser efficacement sur les projets de souveraineté qui sont donc mises en place du côté de ces pays-là. Mais tout à l'heure, vous avez semblé être j'ai dit ça comment? I don't know if we can call it really too pessimistic, threatening the new realities of the African continent. Tout à fait, mais je vais revenir sur la peur qu'il a eue sur les projets, voilà, les projets convoqués par la Fédération de Russie du côté du Congo-Brazzaville. Mais est-ce que l'exemple, docteur Ngodi, avec de coopération entre l'AES et la Fédération de Russie aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que le volet sécuritaire, est-ce qu'il ne parle pas aux Congolais quant à la, je vais dire ça comment, quant à la capacité qu'a la Fédération de Russie à accompagner efficacement ses partenaires à travers le continent? Je pense qu'il y a deux volets dans deux questions posées. Parce que nous savons tous que dans le cadre du Sahel, on sait que c'est la présence française qui a été remise en cause. On le sait avec la manière de faire de la France. Aujourd'hui, les États veulent sortir un peu de cette dépendance totale, de ce néocolonialisme, de ce processus que nous avons connu de près de 180 ans d'esclavage. Je le sais, aujourd'hui,
tout le monde veut sortir de ça. On a vu aussi en Centrafrique où la présence russe s'affirme de plus en plus dans le cadre du volet sécuritaire. Ça, nous ne sommes pas encore arrivés à cet état. Comme je l'ai dit au début, c'est que la présence des Russes ne date pas d'aujourd'hui. C'est déjà, dès les années 68, nous avions déjà des Russes qui étaient là, qui investissaient dans beaucoup de secteurs. J'aimerais plutôt revenir sur la question de la consolidation des idéaux panafricanistes, parce que déjà, nous le savons tous que le Congo déjà a amorcé cela déjà dans les années 40 avec la figure emblématique de André Grenard Machua qui déjà à travers son association amicale prenait déjà dans le cadre de l'ouverture du noir vers le développement, vers l'amour du prochain, vers le-delà de porte de ses frontières. Et aujourd'hui, on peut aussi le revoir puisque le président l'a dit déjà que nous sommes rentrés dans ce système déjà dans les années 63 avec la création de l'OUA, où déjà le Congo y était aussi très engagé, la présence notamment de cette diplomatie au niveau de l'Afrique australe, en Afrique du Nord, un peu partout. Et je pense qu'il revient aux nouvelles générations de voir comment consolider cela, mais aussi de voir un peu comment revivre cette image aussi du panafricanisme rénové aujourd'hui. C'est vrai que nous avons le président Sassou qui fait partie de ces figures-là du panafricanisme rénové, parce que nous en avons eu, si on le voit, de l'histoire de Kwame Nkrumah, de Georges Padmore et les autres qui sont des figures tutélaires du panafricanisme. Mais il nous revient aussi de voir un peu comment ce que ces pères de l'indépendance ont prôné l'unité, mais aussi comment voir dans le cadre de la post-colonie aujourd'hui, 65 ans après les indépendances, comment ces figures-là, qui sont considérées comme des figures qui incarnent la paix, qui incarnent l'unité, peuvent être des modèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être reconnu au niveau panafricain comme un modèle, mais il faudrait aussi que les jeunes générations puissent s'approprier de cette histoire pour que ça ne soit pas des acquis du néant, pour que ce soit, on dise, nous avions eu des panafricanistes qui ont laissé un héritage. Ben, maintenant, à ce moment-là, il nous reviendra parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le bilan pour voir, parce que nous, les historiens, nous ne pouvons pas écrire l'histoire d'un pays en se focalisant sur les œuvres d'un individu ou d'une personne sur la base des infrastructures. Mais il faudrait quand même qu'on reconnaisse les mérites de ceux qui sont passés avant, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses. Mais pour revenir pour le dernier moment, je pense que le collègue tout à l'heure est revenu sur les questions de l'impunité. Je pense que c'est une question qui est réelle. C'est vrai que nous avons beaucoup d'organes qui luttent contre la corruption. On y voit sur le terrain, pratiquement, ce sont les enfants d'eux, ce sont les gens intouchables qui sont là, qui volent aux yeux au-dessus de tout le monde. Et ils ne sont pas arrêtés. Il y a eu combien de procès économiques? Ce sont les petits frentés qui sont souvent inquiétés, mais les grands, ils ne sont pas toujours inquiétés. Et là, c'est un autre débat. Je pense que nous devons reconnaître ce qui ne marche pas pour le bien du Congolais, parce que si nous voulons faire du président Sassou un modèle, une figure du panafricanisme rénové, dont je l'ai dit, il faudrait qu'on puisse aussi l'aider à dénoncer ce qui ne marche pas, pour voir que autour de lui, il y a beaucoup de vautours qui sont là, qui sont impunis, qui sont intouchables, alors qu'une bonne partie de la population reste dans la misère, reste dans la pauvreté et reste dans une situation de précarité totale. Donc je pense que nous devons voir, pour les nouvelles générations, lutter contre les antivaleurs, dont la corruption, dont le tribalisme, dont le régionalisme, parce qu'aujourd'hui, ça devient des fléaux qui gangrenent la société congolaise, où on y voit tous, on fait porter les gens pour dire la paix devient comme un slogan, pour dire si vous faites ça, il y aura la guerre ce n'est pas une bonne période, alors que nous savons tous que ce sont les mêmes hommes politiques qui instrumentalisent les jeunes, qui les donnent les armes, qui les donnent des t-shirts, les 2000 pour qu'ils soient là pour les soutenir, alors que les vrais problèmes ne sont pas vraiment dans les t-shirts ou les 2000 qu'ils reçoivent, et les vrais problèmes se trouvent dans l'emploi, les vrais problèmes se trouvent dans la scolarité, les vrais problèmes se trouvent dans l'accès de ces populations aux services de base, et aussi que ces populations puissent trouver de l'emploi, puissent trouver de quoi manger, et puissent se soigner comme il le doit. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je pense que la jeune génération ne devrait pas être instrumentalisée, parce que si la jeune génération, on peut les prendre comme modèle, mais il faudrait que cette jeune génération soit formée dans les conditions qu'il faut. Il faut que cette jeune génération puisse trouver de l'emploi pour ne pas être toujours dépendant des hommes politiques qui les maltraitent, qui les manipulent, qui les envoient dans les rues pour défendre leurs idéaux.
mais aussi que ce soit une jeunesse qui soit formée, professionnelle, qui travaille et qui défende les vrais enjeux économiques, les vrais idéaux du panafricanisme dont les ancêtres, dont nos grands-pères, les pères de l'indépendance ont toujours milité pour que nous soyons vraiment dans cette situation de paix, de consolidation, de tout. On n'a pas besoin de ces jeunes qui soient vraiment des atalakou politiques, qui soient là juste pour faire des slogans pour soutenir des causes parfois perdues, qui sont des causes injustes, alors que nous avons besoin d'une jeunesse qui soit une jeunesse formée, qui puisse défendre les vrais problèmes des jeunes, qui puisse regarder la réalité en face. Pas une jeunesse qui est là juste parce qu'on est derrière un homme politique qui peut trouver une rente pour passer sa journée et on le soutient alors que nous avons des vrais problèmes 65 ans après qui n'ont toujours pas trouvé des solutions. De ce que nous savons, votre pays ne connaît pas encore un quelconque conflit armé sur son territoire, ça il faut tout de moins l'admettre, contrairement aux voisins qui traversent des périodes assez sombres, et donc ça reste à mettre notamment à l'actif de tous les Congolais portés à sa tête par le président Denis Sassou Nguesso. Alors, Chani, je vous retrouve et la même question sur l'idéologie panafricaniste, notamment présentée par le président Denis Sassou Nguesso. Nous rappelons qu'il n'est pas l'horizon indépassable du pays. Le président Denis Sassou Nguesso passera, mais l'idéologie se veut éternelle. D'ailleurs, c'est cet idéal qui a porté notamment les pères fondateurs de cette lutte de souveraineté à travers le continent africain. Lorsqu'il demande aujourd'hui que les générations montantes doivent effectivement s'identifier à ce panafricanisme, Chanik Dué, quel est le message subliminal que veut véritablement passer le président Denis Sassou Nguesso, que ce soit la classe politique locale et même la société civile aujourd'hui du côté du Congo? Please, you're muted. Votre micro est fermé, Chani. À tout le monde, hein, y compris le docteur. Le docteur, je ne sais pas s'il est toujours là, y compris lui, que ça ne sert pas de toujours voir ce qui ne va pas. C'est vrai, dénoncer, c'est le devoir. C'est le président patriote qui dénonce les choses que lui constate. Et lui pense que ça ne noie pas le pays. Ça ne fait pas que le pays puisse décoller. Ça tire le pays à la queue. C'est un devoir pour un patriote de le faire. Mais au-delà, est-ce que reconnaître ce qui se fait de vous un fanatique? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que mon devoir aussi vis-à-vis, notre devoir, moi, ceux qui pensent comme moi, notre devoir aussi, c'est de dire au monde qu'au-delà de ce qui est décrit ici et là, que ça ne va pas, mais il y a des très bonnes choses qui se font ici, et venez, vous trouverez votre compte. Le président de la République, dans ses discours, partout, n'a cessé de le dire. Souvenez-vous, mais c'est parmi les pionniers du panafricanisme, Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas citer 10 panafricanistes, 10 panafricains dans notre continent, sans pourtant ne pas le citer, à moins que d'être habité ou porté par une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. Il nous interpelle de porter ce combat, de l'adapter à nos réalités, d'écrire notre histoire à notre façon. Le docteur, c'est un historien. Il est interpellé par le président de la République de nous écrire l'histoire de ce pays à sa façon. Étant jeune, on l'a vu, vous l'avez cité, chez le président Traoré, au Mali. Ce sont les jeunes qui ont porté le combat. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, veut nous dire ceci, que eux, ils ont fait leur affaire. Ils ont fait leur combat. Ils ont fait leur part. Ils ne sont pas éternels. Il n'est pas éternel. Je partirai. Je vous laisse ce combat. Appropriez-vous ce combat. Parce que l'Afrique vous appartient, à vous jeunes. L'Afrique vous appartient à vous jeunes. Appropriez-vous ce combat. Faites de ce combat le vôtre. Afin que l'Afrique de demain, n'est-ce pas, puisse être une Afrique qui parle au même titre, le même langage que les autres nations.
que les autres continents, j'allais dire. C'est une interpellation à la raison, c'est une interpellation à la conscience que le président de la République nous a fait. C'est une invite, n'est-ce pas, à la cohésion et à s'approprier l'histoire de cette Afrique. Parce que justement, eux, ils vont partir. Nous, on va rester avec ce continent. Nous devons nous approprier ce combat afin que nous puissions un jour, l'héritage, je vais parler de l'héritage, que nous puissions laisser un héritage qualitatif, n'est-ce pas, à nos enfants. Mais reconnaître que nos panafricains, nos valeurs panafricains, le président Denis Sassou Nguesso y compris, ils ont mené ce combat, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait leur partie du job. Mais reconnaître que les efforts que lui l'a fait, mais ne fait pas de nous des gens qui chantent à longueur de journée pour chercher des miettes qui tombent dans les poches de nos dirigeants. Au contraire, nous leur disons oui, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, vous avez beaucoup fait, oui. Mais quand ça ne va pas, faites ça, faites ce qui ne va pas. Arrangez tout à l'heure de la diversification de l'économie, des réformes qu'on devait mettre en place. Tout ça, c'est pourquoi. Je vous ai parlé de la thérapie de choc qu'il fallait mettre en place, n'est-ce pas, pour que le pays puisse s'épanouir. Tout ça, c'est pourquoi. Ça veut dire que j'ai vu, mais j'ai refusé d'être comme ceux qui voient le verre à moitié vide. Moi, je vois le verre à moitié plein. Je dis qu'il y a beaucoup de choses qui manquent encore. On peut encore mieux faire. Mais on a déjà aussi fait. On a déjà aussi fait. Donc, le message du président de la République à l'endroit de la jeunesse africaine, plus particulièrement la jeunesse congolaise, c'est une invite à la responsabilité. C'est une invite, n'est-ce pas, au devoir. Donc, nous devons observer le docteur en premier, et moi, bien sûr, nous tous, nous devons observer ces maîtres mots afin que, n'est-ce pas, notre action soit portée sur l'intérêt de la République. Merci. Et je dis. Is very vital, what benefits the entire country, and it brings us to wanting to see how Africa can write its own trajectory to ensure that we are not caught up in the web that was set for us many years ago. It is about the mental freedom of Africans embedded in the spirit of Pan-Africanism, which African leaders have been championing. Fabrice, I will want to throw more light or even just highlight some of the key points that we, I think, subsequently will still come back on this platform, Global Insight, to continue to understand what is real for us this particular moment. How can we channel our mindsets or mentality towards the realities of present day Africa, particularly the Republic of Congo Brazzaville, to ensure sustainability. It's the politics, or probably the politics advocated by the opposition. From when you listen to Dr. Ngoti speaking, you will have an impression of that his primary aim is to see that President Denis Sassou Nguesso leaves power. But is that the major stakes, or the major stake for the country at the moment? Should Denis Sassou Nguesso leave power? Are you aware, or probably, certain that Congolese know actually what they have to preserve as their natural or national treasures, that no matter who is at the helm is going to defend that in spite, faced with all these geopolitical and diplomatic contestations that we have in contemporary society, and which will, let me end by highlighting some of the key words which the President of the Republic highlighted in his message during the commemoration of the 65 years of independence. He highlighted unity, work, progress, global peace and security, fighting climate change, Pan-Africanism, and regional integration, economic and social development, Congolese strategic role in the future of Africa and the world at large. And of course, putting all of these tenets together will help Congolese to understand the primary needs, fix the internal dynamics of the country,
mentally and otherwise, to ensure that there is a larger scope that will help in the diversification, I beg your pardon, of the country in every aspect, not just political or economically, that will benefit Congolese today and tomorrow. Absolument, et c'est d'ailleurs cet héritage qu'il voudrait, lui, président Denis Sassou Nguesso, léguer donc à cette génération montante qu'il a d'ailleurs convoqué dans son discours. La diversification donc des partenaires économiques, c'est désormais un fait vérifié et vérifiable. Les dynamiques, en tout cas, pour parvenir à une véritable souveraineté sont encore en cours. Beaucoup a été fait, même s'il y a encore des choses à parfaire, comme dans tous les États à travers le monde. La vérité est que jusqu'ici, on a vu du moins un gouvernement, un chef de l'État courageux qui a su effectivement véritablement, qui a réussi à se défaire de la tutelle française à l'effet de conduire dans son pays résolument dans ce carrefour du donner, du recevoir qui est donc notamment ce monde multipolaire. Docteur Gaudy, merci infiniment d'avoir été des nôtres le temps de cette réflexion sur le parcours politique, économique, mais surtout géopolitique de votre pays 65 ans après donc la déclaration d'indépendance. Absolutely, thank you. Okay. Merci. Très cher ami Chani Guié, je rappelle que vous êtes économiste et homme politique. Merci infiniment d'avoir été des nôtres le temps de cette réflexion en télévision. Merci beaucoup, je suis ravi, merci beaucoup, merci. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for the great insight, diverse in the way that helped us to understand the dynamics in Congo, Brazzaville. We want to appreciate Fabrice. We cannot forget the technical crew for ensuring that the program was actually conducted smoothly in spite of the uncontrollable technical disturbances that we may have recorded in the course of the program. I want to thank you all for trusting Global this day and Global Insight particularly. We continue to bring you news as it happens across Africa and the world at large, and how we can shape our narratives in the new era of multipolarity of the new world order. Thank you so much, and we are looking forward to seeing you subsequently for more interesting editions of the Global Insight to continue to widen the horizon for the total emancipation of Africa and the global world. Thank you so much, and have a lovely moment in the company of our transmissions. Bye.